Bienvenue à TVC9 et TV Témis. Voici le moment de voir ensemble ce qui a retenu l'attention dans l'actualité des derniers jours. Merci de votre intérêt aux citoyens de la communauté d'avoir participé d'une façon ou d'une autre à ce résumé de l'information. Allons d'abord sur la scène policière, alors qu'en 2025, la Sûreté du Québec célébrera bientôt son 100e anniversaire chez nous. L'Abitibi-Témiscamingue étant devenu le 12 mars 1925 le premier détachement à sortir des grands centres comme Québec et Montréal pour s'établir dans une région, la nôtre. Le corps policier soulignera son siècle de présence témiscabitibienne avec bien des activités qui feront connaître les particularités de son histoire au nord-ouest de la province. Parlant de particularité, la présence des chiens d'accompagnement judiciaire dans les palais de justice, les postes de police, change la donne pour ceux qui peuvent ressentir une certaine anxiété, sont nerveux ou angoissés par leur présence en comparution pendant un témoignage ou lors d'audiences en salle de cour. Manick est l'un d'eux, avec son maître, la sergente enquêteuse Marie-Claude Pinard. Ensemble, donc, ils accompagnent les victimes d'infractions criminelles parmi des personnes d'âge mineur ou vulnérables. Le chien d'accompagnement aide à créer le lien de confiance nécessaire. Deux autres pitous fort utiles, comme Manick, travaillent aussi à la SQ. Deux autres vont joindre la meute d'ici la fin 2025. Tous sont des chiens Mira en service. Ils portent un harnais de travail, ce qui signifie que seules les victimes auprès de qui ils interviennent sont autorisées à les caresser. On les aime tellement, ces belles bêtes. Parlant d'affection, il y avait de l'amour dans l'air encore lors de la récente période des fêtes avec la SQ. Et pour une 39e année, des agents du poste de la MRC du Témiscamingue ont pris part aux célébrations, dont la parade de Noël dans la communauté de Winaway. Les agents Randy Lepage et Maxime Gauthier y étaient, accompagnés d'agents de la communauté de Québaouek, au grand bonheur des jeunes et de leurs parents. Avec 2025 qui prend place, retour dans nos médias pour le dossier en attendant une nouvelle soirée publique espérée pour tous ce printemps. Énergie renouvelable Onimiki, le projet de barrage hydroélectrique au nord du Témiscamingue, près de l'Aniel, ne passera pas dans le parc national au Pémican. Dans un nouveau tracé proposé par les promoteurs et rendu public le 14 janvier dernier par voie de communiqué, ils annoncent avoir apporté des modifications au projet initial après des discussions survenues l'automne dernier. Le plan préliminaire présenté en mars 2024 prévoyait qu'une conduite d'amenée souterraine de près de 3 km passe sous le parc, ce qui ne sera plus le cas. TV Témis en a discuté avec Daniel McLaren. Il est directeur général de la société en commandite responsable du projet Ressources renouvelables Onimiki. Écoute, on a reçu, comme tout le monde, comme le public, là, un avis aux alentours du 7 janvier, quand elle a fait que justement les Amis de la Rivière puis la CREAD allaient faire une rencontre publique avec des gens pour leur donner de l'information. Et on trouve ça tout à fait légitime pour que ces gens-là donnent l'information. Je pense que c'est tout à fait très bien que les gens en parlent. C'est correct. Mhm. Mais vous avez décidé de devancer leur réunion en divulguant de nouveaux éléments. Donc, ce que vous dites aux gens de l'environnement de la Témiscamingue et de la rivière Kipawa, c'est avant de faire votre réunion, attendez, on a des nouveautés à vous annoncer. Je pense que ces gens-là ont déjà eu l'information. On a eu des rencontres ciblées avec ben du monde, là, déjà, peut-être pas avec la population en entier, mais écoute, dans notre plan de communication, c'était prévu pour faire une mise à jour justement de notre projet et pour aussi annoncer que d'ici le printemps, on va avoir d'autres rencontres ciblées et aussi des rencontres publiques, surtout au mois de mars, avec la population en général, nos populations de nos communautés, les environs de Ville-Marie, Témiscamingue, et ainsi que toutes les entités là, ciblées qu'on a eu déjà des rencontres avec. Parce que à lire ce que les gens divulguaient avant la réunion, il y a des changements, notamment là,
le tracé alternatif qui passait dans le parc Opémican, ça a été changé, vous le contournez maintenant. Donc Oui. ça, c'est une nouveauté. Vous Ah, avez fait des changements après des demandes qui vous ont été formulées. oui, effectivement, je pense, justement, lorsqu'on a des discussions avec des groupes, avec des populations, et ils nous présentent des inquiétudes et des positions que nous autres, finalement, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est de retourner aux tables de dessin et de voir vraiment, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en amont? Donc, changer le trajectoire justement de notre galerie d'amener a été quelque chose qu'on a travaillé dessus et on est capable de faire que, justement, d'éviter le parc national au Pémican. Fait que c'est une bonne nouvelle, je pense que pour tout le monde, là, nous autres aussi. Mhm. C'est ce qui vous aurait peut-être empêché de pouvoir avancer dans le développement des centrales hydroélectriques? Ben, ça, on ne sait pas, mais je pense que si on est capable de faire certains ajustements en amont, pour justement, écoute, mitiguer des problématiques, des inquiétudes, des choses comme ça, je pense que c'est important qu'on le fasse. Je pense que c'est une nos valeurs comme promoteur de projet, comme propriétaire, on est des gens locaux, on n'est pas des gens qui arrivent de l'extérieur, des gros promoteurs privés. On est local, on reste ici et on doit faire un projet là, qui est vraiment à nos valeurs. Donc, si on est capable de faire des choses en amont, c'est certain qu'on doit le faire. Et bon, vous semblez, et moi, si je me mets à la place des gens qui souhaitent régler les difficultés d'environnement, je me dis, bon, ben, le promoteur bouge, alors on va procéder à des demandes. À mon avis, vous leur ouvrez la porte à d'autres changements, mais ça vous regarde, parce que vous faites des changements aussi, pas seulement au nord de votre projet, mais aussi au sud. Donc, Effectivement. vous êtes ouvert aux commentaires et aux demandes des environnementalistes, si je peux dire. Ben, pas juste environnementaliste. Je pense au public, aux gens en général. On a eu des rencontres avec la ville de Témiscamingue, puis ils ont soulevé des questionnements pour qu'on puisse regarder à, à donner une nouvelle vie peut-être à l'ancienne centrale. Puis ça, c'est des discussions qu'on a déjà eues dans le printemps passé. Et suite à des études, on a regardé justement la vieille bâtisse, à savoir est-ce qu'on peut vraiment redonner une nouvelle vie à cette bâtisse-là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Donc, tu vois, je pense qu'on est très ouvert. Comme j'ai mentionné tantôt, on est locaux, on est communautaires. Les Premières Nations avec la MRC, on est là pour faire un bon projet. Puis on est à l'écoute de la population. On veut qu'on soit à l'aise avec le projet qu'on propose. Et je pense, en ayant des discussions qu'on va avoir en, au printemps à d'autres séances publiques d'information. Je pense que ça va nous apporter encore des éléments à considérer puis à discuter. Monsieur McLaren, expliquez-moi là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aviez le choix entre l'ancienne centrale hydroélectrique de Kipawa et de construire un édifice neuf, et vous avez décidé, à la demande et à la suggestion de la ville de Témiscamingue, j'imagine, de repartir, de relancer l'ancien site. Question patrimoniale, si je comprends. Oui, je pense, et c'est correct aussi. Je pense que c'est un autre élément qu'on peut, une valeur ajoutée à notre projet, dans le sens que même si la bâtisse est peut-être trop grosse présentement pour justement les besoins d'une centrale, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'utiliser une autre partie de la vieille centrale comme attrait touristique, comme un autre élément. Les gens peuvent venir visiter, voir comment ça se passe, une petite centrale, quelque chose comme ça, excusez-moi. Donc, Peu- c'est Un des peu valeurs comme ça, ajoutées. un peu comme ça se fait au Saguenay, là, actuellement. Voilà,
Vous l'avez vu, moi je l'ai visité, ça fait plusieurs années et j'ai été très encouragé d'un projet comme ça. Je pense que ça l'amène. Les gens pensent que c'est juste une petite bâtisse puis ça finit là. Non, il y a une science, il y a une technologie derrière ça, puis les gens sont très curieux. Et c'est le fun de voir ça. D'accord. Donc ça avance, ça veut dire que, les gens de Énergie renouvelable Onimiki, travaillent constamment sur, le projet et ils vont de nouvelles propositions de mois en mois jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle rencontre? C'est ça, c'est que là, d'ici, on va dire dans les prochains mois, les 2 prochains mois, on s'occupe de ramasser des informations qui, suite aux études de terrain qui ont eu lieu l'été puis à l'automne, parce que ça nous alimente aussi pour des points de discussion puis des points d'information lorsqu'on va faire ça au mois de mars. Il y a beaucoup de rencontres publiques qui est cédulée pour le mois de mars, avril, mai, justement pour raffiner notre projet parce qu'on est toujours en mode de planification, en mode d'exploration. Et donc, ça nous amènera au printemps de 2025 à une nouvelle rencontre d'information et à de nouveaux échanges entre la population du Témiscamingue et les promoteurs. Absolument. Comme je vous dis, d'ici 2 mois, là, on va être en pleine campagne de communication avec la population. On espère on espère qu'à l'automne 2025, on puisse avoir un dépôt à l'étude pour l'étude d'impact. Et vous êtes à l'écoute, Donc, là, vous êtes à l'écoute du CREAT et toujours des Amis de la rivière Kipawa parce que vous avez délégué là, des gens pour entendre, peut-être pas être présent, mais entendre ce qui va se dire. oui, c'est ça. Absolument. Je pense que mais on ne voulait pas être une distraction lors de leur rencontre, donc va leur souhaiter une très bonne rencontre. Et suite aux échanges, ben, on va avoir les oreilles très ouvertes et on va être capable de continuer dans nos démarches de communication et d'information avec la population. Est-ce que vous communiquez ensemble déjà ou est-ce que vous pensez avoir des surprises, de nouvelles demandes de la part des citoyens? Parce qu'on nous dit, et quelque part, on croit entendre qu'ils n'ont pas nécessairement toute l'information requise. Est-ce que ça se peut ou? Euh, c'est difficile à dire parce qu'on a quand même des moyens de communication assez à jour. On a un site web là, qui est très actif, qui est mis à jour tout le temps avec des rencontres, des résumés de rencontres, avec le projet, des détails du projet assez avancés. Donc, je pense que ce côté-là, on émet assez d'informations, mais le principal, c'est que, je réitère, on est des gens locaux. On est facile d'être contacté, ça c'est certain. On est ouvert à la communication. Mais comme je vous ai mentionné, d'ici 2 mois, surtout au mois de mars, vers le mi-mars, on va être en plein période de consultation et d'information avec le public. Et on va avoir plus d'informations suite aux études de terrain qui ont eu lieu à l'été et au printemps, à l'automne, pour justement là, être capable d'informer les gens. Rappelez-moi, c'est pas en 2025 qu'on va voir les nouvelles centrales, c'est un Non, projet à plus long terme. comme je vous dis, là, l'automne 2025, on espère avoir le dépôt de l'étude d'impact. Il y a un gros processus qui va se faire là, avec l'évaluation de l'environnemental durant l'hiver 2026. Ensuite, durant l'été, on espère 2026, si tout va bien, ce serait le début de la construction. Donc, pour finalement 2 ans et demi plus tard, en opération probablement aux alentours de décembre 2028. Pour Donc, c'est un rappeler long l'impact, processus. rappeler l'impact économique de ce projet de deux centrales, c'est quoi l'investissement et on parle de combien d'emplois créés pour le Témiscamingue? Au niveau de l'emploi,
on prévoit, avec un projet d'environ 475 millions de dollars, on prévoit environ peut-être 200-225 employés, travailleurs sur 36 mois. Euh, c'est certain que dans un projet comme ça, il y aura peut-être entre 20 à 30 contrats à gérer, puis on espère de travailler avec les gens locaux en amont pour justement s'assurer que les gens locaux aient une chance de soumissionner sur les travaux qu'on a à faire. C'est certain, il y a des travaux spécialisés, va être, j'imagine, soumissionnés de l'externe, c'est certain, mais si on est capable de faire des travaux civils pour que les gens locaux travaillent, je pense que ça va être l'idéal. Ben, on attend évidemment de se reparler. Ça sera un plaisir, Monsieur McLaren, et évidemment, tous les projets au Témiscamingue sont les bienvenus. Économiquement, vous connaissez comment ça fonctionne actuellement au Témiscamingue au niveau forestier. Donc, je pense que la MRC du Témiscamingue est fière de voir qu'il y a peut-être d'autres investissements qui peuvent équilibrer les choses dans la région. C'est certain. On est à Québec, on est à côté de Témiscamingue, on est à côté de Rayam. Notre population a subi aussi des coupures. Et écoute, il faut faire les choses comme il faut, ça prend du temps. Et on est fiers de fonctionner pas à course pour prendre le temps nécessaire de consulter la population. Fait qu'on on est confiant d'avoir un bon projet pour notre région. Puis on est fiers d'avoir des partenaires avec la MRC, évidemment. Ça va être un beau projet pour fonctionner ensemble. Ben, parfait, on va être bien sûr du cheminement, les gens de Tennis TV avec vous. Merci de nous avoir parlé, Monsieur McLaren. Ben, M. Moreau, je vous invite de venir faire un tour à Québec. Je pense que vous n'êtes pas venu encore ici dans notre secteur, dans notre communauté, et je vous invite de venir faire un tour, puis on vous fera visiter toutes nos installations. On lui en parlait, ces nouvelles données ont été rendues publiques à peine 2 jours avant une rencontre prévue ce jeudi 16 janvier en soirée au Théâtre du Rift à Ville-Marie. Une soirée d'échange convoquée par le Conseil régional en environnement et les Amis de la rivière Kipawa. TVC9 s'y est intéressé, c'est certain, avec nous. Ensemble, et nous assumons le jeu de mots, on reste au courant de Nimiki. Réunis au Rift à Ville-Marie, une centaine de personnes partagent leur point de vue sur le projet de barrage hydroélectrique près de Laniel au Témiscamingue. Perçu comme la version moderne du projet Tabaret, rejeté il y a plus de 30 ans, bien des gens n'y verraient pas la nécessité encore de nos jours sur ces 150 hectares de milieux hydriques, même si les nations autochtones de notre secteur, associées à la MRC de Témiscamingue, y collaborent à titre de partenaires. Accompagnés d'une centaine d'autres à travers les réseaux sociaux, plusieurs s'interrogent sur la nécessité de ces installations, leur véritable impact sur le développement régional, leur coût, la faible retombée sur le taux d'emploi relativement aux conséquences environnementales majeures sur, selon une majorité, l'un des plus grands joyaux de la nature dans la province. Des effets sur la qualité des habitats aquatiques, les différentes variétés de poissons, la pureté de l'eau et l'état des milieux humides. Un plan d'1 demi-milliard de dollars qui créerait 4 emplois après sa construction et des centaines de jobs spécialisés venus de l'extérieur du Témiscamingue, croit-on, quand sera le temps d'ériger ces outils de production d'électricité. Des turbines qui diminueraient le niveau de puissance des eaux de la rivière Kipawa, un affaiblissement de 70 % du débit du cours d'eau, d'autant plus que les constructions, malgré la déviation annoncée par les promoteurs pour favoriser davantage son intégration au milieu d'accueil, prendront place près d'un parc national dont l'intégrité écologique est protégée par la loi 7, une législation nationale qui, selon certains intervenants, interdit de toucher à l'intégrité écologique d'un site et a pour mission de protéger des territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel et de les rendre accessibles au grand public. Au Conseil régional en environnement en Abitibi-Témiscamingue et chez les Amis de la rivière Kipawa, ces interventions de plus de 2 heures ont été fort appréciées, d'autant plus qu'elles alimenteront le débat à venir. Soirée d'échange à l'endroit des gens du Témiscamingue en ce qui a trait au projet Onimiki. Ça a été une soirée
comment dire, oui, enrichissante. Ah oui, j'ai adoré. En fait, moi, je vous dis objectif atteint. On est arrivé ici avec un objectif très spécifique. C'était de laisser la parole aux gens du Témiscamingue pour nommer les préoccupations, les enjeux, puis même leur opinion qu'ils avaient face au projet. Ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait des gens favorables, défavorables ou même neutres au projet qui viennent prendre la parole puis qui viennent s'exprimer sur le projet. Et c'est ce qu'on a eu ce soir. On a eu une belle diversité de personnes qui sont venues prendre la parole, qui ont nommé plein d'enjeux très, très variés. Ça a été très enrichissant. C'est super agréable parce que, effectivement, dans notre choix de présentation, c'est sûr qu'on a dû faire des choix justement sur les thématiques qui ont été abordées. Mais ce qu'on a moins abordé, ça a été abordé par les gens qui étaient sur place. Donc, on est très, très contents. Ce qu'on espère aussi ce soir, c'est que les gens repartent avec des réflexions aussi, alimentées aussi, que les gens souhaitent peut-être aller un peu plus loin justement, aller faire des recherches, tout ça, pour être prêts quand il y aura les audiences publiques d'un BAP, par exemple, pour être prêt à poser des bonnes questions, puis pour ensuite pouvoir bien se positionner. Parce que l'information, d'aller chercher de l'information, ça permet après de bien se positionner sur un projet. Dans le monde politique, on parle à des gens qui remplissent leur salle, qui packent leur salle. Non, mais il y a tellement eu des intervenants qui étaient pertinents que pour vous, c'est de la magie, là. Pour nous, c'est vraiment parfait. C'est parfait. Il y a eu des gens d'une instance, une conseillère municipale, des citoyens, des gens qui avaient de l'expertise au niveau technique. C'est vraiment parfait parce que justement, la diversité de ce que ça a amené, nous, ça nous nourrit aussi beaucoup, là. Ça nous amène à aller chercher justement peut-être des choses qu'on avait moins regardées. Et aussi, ça nous confirme qu'on n'est pas dans une chambre à écho, que les préoccupations qu'on porte, que les enjeux qu'on souhaite soulever, c'est pas que nous qui les portons. Il y a des gens qui sont au Témiscamingue qui ont les mêmes préoccupations. Ça, c'est vraiment génial parce qu'on se dit, bien, finalement, on peut être aussi la voix des citoyens qui sont ici. On n'est pas seuls. Est-ce que ça va vous amener à poser la question, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 1 milliard de dollars pour construire des barrages qui pourraient l'être dans un secteur illégal? Évidemment, à chaque fois que le CRAD produit un mémoire, on aborde toujours la justification économique, sociale et environnementale d'un projet. C'est sûr que le promoteur devra faire cette justification-là. Pour l'instant, on a très peu de données sur le projet. Il y a l'avis de projet qui est disponible, il y a les présentations qui ont été faites. Fait que c'est sûr que pour nous, pour l'instant, c'est les seules données qu'on a. Donc, on attend l'étude d'impact. L'étude d'impact devrait être accompagnée justement de la justification économique, des prévisions, du plan. Pour l'instant, on n'a rien de ça. Et je pourrais faire un beau parallèle avec une décision récente qui a été rendue par le BAP du projet Ontac à Rouen, où on a vivement critiqué la justification économique d'un projet. C'est rare quand même que ça arrive. Et là, ça a été vivement critiqué. Je pense que c'est une première fois qu'il pourrait être répété. Les promoteurs doivent faire leur preuve que le projet n'est pas seulement bénéfique pour eux, les promoteurs, mais aussi pour la société et le milieu récepteur dans lequel s'insère le projet. Merci de cette intervention et je pense que les gens, avec cette soirée-là, vont mieux comprendre, vont mieux vouloir poser des questions et vous serez là pour y répondre. Certainement, puis on a entendu l'invitation d'aller dans le sud du Témiscamingue, puis peut-être avoir une rencontre qui pourrait être formule bilingue. Là. On réfléchit à ça là, pour permettre peut-être aux gens des Premières Nations qui sont moins familiers avec le français de pouvoir participer. Bien, on sera là, TV Témis, pour parler de vous. Avec grand plaisir. Soirée de partage, si on peut dire, parce que c'est pas une soirée d'information. C'est une soirée d'échange d'informations un peu, de bonifier de l'information, mais c'était surtout une soirée d'échange et puis permettre aux gens de s'exprimer sur leurs préoccupations, les enjeux, puis comment qu'ils voient ce projet-là. Vous êtes d'accord avec le CREAT, vous êtes là pour les mêmes raisons. Vous êtes heureux de cette soirée? Près d'une centaine de personnes au total avec la diffusion sur le web. On n'a pas suivi le courant. Je vais faire une petite image. On n'a pas suivi le courant. Les gens présents ont confronté la vague.
Oui, mais dans le fond, les gens présents ont vraiment posé des questions très pertinentes sur des sujets qui des fois, nous échappent un peu ou qu'on n'avait pas nécessairement pensé, mais les gens ont vraiment donné, il y a eu des très belles interventions, très pertinentes sur des alternatives de projet, puis beaucoup d'inquiétudes, je trouvais, sur les coûts du projet, la rentabilité économique, la justification, tout ça. C'était bien intéressant. Les gens ont bien participé. On est très contents. Vous avez appris quelque chose ce soir? Bien, oui. Moi, j'ai appris que les gens du Témiscamingue sont très attachés au Parc national Opémican, puis sont très attachés à l'intégrité écologique du Parc national Opémican, qui veulent le protéger, puis que je comprends, à travers les échanges qu'on a eus, qu'on devrait réellement regarder des alternatives de développement économique plutôt que ce projet-là en particulier, qui est un précédent et puis qui va causer des dommages irréversibles puis permanents sur le Parc national, puis créer un précédent pour toutes les aires protégées au Québec. Il ressemble, ce projet Onimiki, à un autre projet qui avait été détourné, si on peut dire. Est-ce que ça s'en va à la même place, Onimiki, vous pensez? C'est possible, souhaitons-le. Moi, on souhaite vraiment qu'il y ait une réflexion vis-à-vis de ce projet-là. Et puis, dans le contexte actuel, le projet Onimiki devrait être relégué aux oubliettes, puis on devrait vraiment regarder vers l'avant, puis se dire, le Parc national Opémican, on ne fera pas de projet qui va menacer son intégrité. Puis, la mission qu'on s'est donnée collectivement de protéger le territoire, on continue là-dedans, puis développons d'autres projets énergétiques qui sont possibles avec des infrastructures déjà existantes. Vous irez les voir bientôt parce qu'ils vous ont invité à le faire, mais le fait qu'il y ait des Autochtones dans l'entourage, vous pensez que ça va vous aider? Bien oui, ça peut aider. Nous, on invite les communautés autochtones, les développeurs de projets, à regarder, à prioriser des projets qui ont le moins d'impact possible sur le milieu. Donc oui, de ce côté-là, si les communautés autochtones peuvent ouvrir un petit peu, se remettre en question, dans le fond, c'est de se remettre en question puis d'analyser les différentes possibilités et de choisir en fonction de la science, de ce qu'on connaît, au lieu d'idéologie politique. Mais comme les communautés autochtones n'ont jamais voulu du projet Tabaret à l'époque, c'est difficile de comprendre pourquoi le projet Onimiki les intéresse tant que ça. Les questions viendront avec les soirées d'information qui vont succéder. Peut-être les promoteurs en feront-ils une bientôt. Chose certaine, vous en faites. Et elle connaît du succès? Oui. On est très, très contents de la soirée. Puis je pense que ça va susciter peut-être un débat au sein des développeurs de projets, des promoteurs, puis de la communauté, dans le fond, des citoyens, de porter une réflexion sur ce développement-là. Est-ce qu'on fait les bons choix ou est-ce qu'on peut peut-être mieux réfléchir, se baser pour la science, pour développer peut-être autre chose de mieux pour le futur? Le grand titre, dis-je bien, a fait la une de la plupart des bulletins de nouvelles. En Abitibi, au Témiscamingue, comme dans bien des bulletins nationaux, le Bureau d'audience publique en environnement, le BAP, rejette dans sa forme actuelle le projet de mine Horn 5, majeur à Rouyn-Noranda. L'annonce a réjoui les groupes environnementalistes qui évoquent les effets négatifs de la présence des mines dans le milieu industriel des différentes communautés. Ces derniers souhaitent maintenant que le gouvernement acquiesce aux recommandations formulées par le ministère de l'Environnement et n'accorde pas la permission à Ressources Falco d'entamer le développement de Horn 5. Leur réaction a amené le directeur général de Ressources Falco, M. Luc Lessard, à accepter de réagir et il nous parle en exclusivité sur Témis TV. À son avis, il faut respecter les règles, mais il croit aussi qu'il doit y avoir des limites. Sinon, il en est convaincu, les investissements des minières québécoises quitteront la province pour aller gonfler l'économie d'autres pays d'accueil. On l'écoute ensemble. Professeur, après cette publication en début de semaine où on nous dit que Horn 5 ne peut aller de l'avant selon le Bureau d'audience publique en environnement, il y a certainement beaucoup de gens qui se posent la question devant, évidemment, ce qui est qualifié de victoire des environnementalistes.
est-ce que Horn 5 à Rouyn-Noranda, c'est terminé? La réponse est non. D'abord, on va corriger votre citation. C'est dans les conditions actuelles. Donc, il faut le préciser, le rapport du BAP dit dans les conditions actuelles, le projet ON 5 n'est pas acceptable. Mais comprenez bien, l'exercice des audiences publiques, c'est un exercice rigoureux à l'intérieur de laquelle tout le monde est invité à se prononcer, à donner ses commentaires, ses interrogations, ses inquiétudes. L'exercice s'est déroulé quand même durant la deuxième moitié 2024. Puis le rapport a été soumis cette semaine par le commissaire, ou du moins le président de la commission. Falco et ses experts en ont pris connaissance. Près de 90% des éléments qui ont été présentés dans le rapport ont été déjà travaillés avec l'équipe de Falco et ses experts. Certains points sont directement reliés à des questions qui ont été posées au ministère de l'Environnement. Donc, nous, ce qu'on dit publiquement, c'est qu'on continue, on travaille avec nos experts. L'intention, c'est de répondre à ces interrogations, ces avis, ces demandes de précision-là, émis par le commissaire du BAP et son président. Puis, l'intention, c'est de remettre ça directement au ministère de l'Environnement au cours des prochaines semaines, des prochains mois, de façon à permettre au ministère de l'Environnement de poursuivre son analyse. Donc, le travail se poursuit, l'équipe est en place, on a la ferme intention de répondre à tous ces éléments-là dans les plus brefs délais. Ce que vous êtes au gouvernement, donc, c'est donnez-nous la permission de réaliser Horn 5 parce qu'on va corriger ce qu'on nous a demandé de corriger. On est en train de faire nos devoirs. Exactement. En fait, on prend plusieurs éléments de fond. Il y a certaines études qui vont demander un peu plus de temps, mais somme toute, quand on regarde le contenu des avis, des recommandations qui ont été posées ou amenées par le rapport, beaucoup de ces éléments-là sont, je dirais, des études techniques qui sont réalisables. Il va falloir prendre le temps de le faire correctement, de façon à pouvoir amener ces réponses-là directement, encore une fois, au ministère pour faciliter le travail d'analyse. Est-ce que vous êtes, M. Lessard, aux citoyens qui craignent évidemment, puis avec raison, hein, des méfaits environnementaux ou des difficultés à leur santé, c'est de ne pas s'inquiéter que vous allez arranger ou faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés environnementales? En fait, on parle toujours d'impact, de risque. L'intention est toujours de diminuer les risques, de diminuer les impacts et de mettre en place des méthodes de médication, si c'est le cas, ou de faire des changements sur notre façon de procéder. Mais somme toute, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est un projet minier qui est dans un secteur urbain. Il y a des impacts qui ont été soulevés par la communauté. Si je prends par exemple les éléments sociaux, évidemment, l'amener de nouveaux travailleurs peut perturber la disponibilité de logement. Mais cet exemple-là, proprement dit, peut se traiter au cours des premières années où ce que le projet va être en développement, puis accéder à des disponibilités de logement qui vont être possibles dans le temps. Il faut se rappeler que quand on regarde le projet, il y a une phase de développement, puis il y a une phase d'opération. Puis la phase de développement, on peut penser à 4 à 5 années. Puis c'est cette période de temps-là qui est disponible pour nous pour ajuster, si on veut, certains éléments sur lesquels, particulièrement c'est sur les éléments sociaux, pour répondre aux exigences qui ont été apportées lors des audiences publiques. C'est le sort de Falco, de Horn 5. Je veux vous poser une question. Quand, en début de semaine, c'est mardi, là, mardi dernier, quand la nouvelle est sortie, quand c'est écrit Horn 5, le BAP rejette le projet, vous et certainement beaucoup de gens d'affaires, de gens impliqués dans le domaine minier, ça doit avoir donné un choc quand même. Bien, définitivement. En fait, la plupart d'entre eux, on a eu des communications, je dirais, dans les dernières journées
Le phénomène est le suivant. Si les projets sont difficiles à sortir de terre, soit par autorisation ministérielle ou par décret, ce qui va arriver, c'est que les projets, il n'y en aura plus au Québec. Puis les projets les gens ou les travailleurs ou les entrepreneurs, particulièrement celui-là de l'Abitibi, vont aller travailler à l'étranger. Donc, ça crée une pression sur la communauté en général, pas seulement sur Falco. La communauté d'affaires de Rouyn-Noranda se pose définitivement des questions à savoir qu'est-ce qui va arriver avec Falco, oui. Qu'est-ce qui va arriver avec les autres projets qui vont suivre, parce que tous les projets miniers sont sujets à des audiences publiques à partir de maintenant. Donc, il faut regarder les projets dans son ensemble, oui, qui doivent répondre à des exigences sociales, économiques, environnementales. Mais si tous les projets sont bloqués, s'il n'y a plus de projets, ben, les travailleurs vont sortir de la région, ils vont aller travailler à l'étranger et ça va créer une pression énorme sur la population, particulièrement de l'Abitibi, pour les projets miniers. Parler de l'étranger, là, des autres pays, là, pas ailleurs au Canada, pas Là, aux on parle États-Unis. à l'étranger, vous pouvez penser à l'Amérique du Sud, à l'Afrique. On travaille, il y a d'autres projets dans le monde qui se font présentement. J'ai des contacts un peu partout, mais présentement, c'est le Brésil, c'est la Guyane qui sont actifs. Donc, les gens vont aller travailler sur ces projets-là. Donc, c'est un peu triste de voir que le travail de nos entreprises ou le savoir-faire de nos entreprises va aller à l'étranger quand on pourrait très bien faire chez nous. Puis, rappelez-vous d'une chose, si les ressources naturelles ne sortent pas de notre territoire québécois, à la fin de la journée, ils vont sortir ailleurs. Puis, c'est pas ça. C'est quoi? Est-ce qu'on transfère le problème sur un autre continent? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver des solutions. On travaille à trouver des solutions je dirais, à obtenir les autorisations par le gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, de façon à satisfaire les exigences d'un projet dans une communauté. Puis, il faut se rappeler qu'un projet urbain comme celui de Falco on 5, je vais le dépasser de 50 km. Je vais avoir les mêmes problèmes sociaux parce que les résidents ou les travailleurs vont venir à Rouen pour s'héberger, vont venir à Rouen pour avoir des services de garde. Donc, à quelque part, du côté social, du moins, ça règle pas nécessairement le problème d'avoir des projets à l'extérieur, du moins en zone plus éloignée du site urbain. On se rappellera que la fonderie est en place. Ça amène son lot de pression. Je pense que les gens de Rouyn-Noranda comprennent que ça amène un degré de difficulté supplémentaire. Mais Falco, mine souterraine, à proximité de la fonderie, on a parlé de la sismicité, des vibrations, on a les applications des dernières technologies pour les sautages. Il y a beaucoup d'éléments innovants qui ont été mis en place de façon justement à minimiser les risques. Il faut se souvenir aussi là, que il y a des choses qui vont évoluer dans le temps. On va pouvoir modéliser nos opérations. On parle souvent de la ZIM, de la zone d'innovation dans l'industrie minière, qui, ensemble, on veut travailler à développer des technologies encore plus avancées, justement pour moderniser nos opérations. Puis tout ce beau monde-là veulent que le projet Falco soit en place. Je laisse tout ça dans l'acceptabilité sociale parce que si ça se fait pas à Rouen, vous nous l'avez dit, rapidement, ça va se faire ailleurs. C'est le constat qu'il faut comprendre. Effectivement. Merci d'avoir parlé à TV Témis. Merci de nous faire confiance pour livrer le message de votre entreprise, Ressources Falco. Et évidemment, on suit ça de près parce que j'imagine que même les gens qui veulent rester en santé dans un environnement sain souhaitent aussi économiquement avoir des emplois et évidemment tout ce que ça amène au niveau de la société. Je te laisse, merci. Merci à vous. Bonne journée.
Il faut le reconnaître, les faits, les chiffres, bien des données, des craintes sont là. Les citoyens souffrent ou ont souffert devant l'opération de certaines minières. Dans la région comme sur la planète, elle est une mère au front en Abitibi-Témiscamingue. Elle s'appelle Jennifer Ricard-Turcotte. Elle a été attentive aux propos du DG d'Orne 5 et répond au patron de Ressources Falco. C'est sûr que nous, on est extrêmement satisfaits là, des conclusions du BAB, de la commission d'enquête du BAB, parce qu'elle a intégré les préoccupations citoyennes liées aux différents enjeux qui avaient été soulevés à l'automne. Elle a intégré, elle a privilégié le principe de précaution en donnant une importance en fait à l'incertitude liée à certains risques là, comme celui de la sismicité induite. Peut-être là pour réagir rapidement, moi ce qui m'a le plus accroché, c'est quand je l'ai entendu dire que 90% des avis émis par le BAP étaient déjà considérés. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comment ça se fait qu'ils sont allés devant la commission du BAP, puis qu'ils aient risqué un rapport aussi défavorable s'ils n'étaient pas prêts. Puis je pense pertinemment que si, comme ils le disent dans leur communiqué de presse, la santé et la sécurité des citoyens et des citoyennes de Rouyn-Noranda est au cœur de leurs priorités. Je pense, comme l'a mentionné Rodrigue Turgeon à l'antenne de Radio-Canada la semaine dernière, je pense que Ressources Falco devrait abandonner d'elle-même ce projet-là et se dédier à autre chose. Puis, malgré toutes les études et tous les rapports qu'ils pourront produire, jamais ils ne pourront rien changer au fait que la sismicité induite, la sismicité, en fait, c'est pas quelque chose qui se prévoit, c'est imprévisible. Tous les scientifiques sont d'accord à ce sujet-là. Puis, bien sûr, le risque d'un tremblement de terre occasionné par l'industrie minière, par l'industrie, endommage les conduites de l'usine d'acide sulfurique ou même le centre de radio-oncologie. Ce sont des risques qui sont faibles, mais leurs conséquences seraient graves, voire catastrophiques. Là, puis je pense que c'est d'intérêt public que les gens sachent que dans les années 90, il y a un rapport qui a été fait par la santé publique qui révélait que si il y avait une rupture de 10 cm dans les conduites de l'usine d'acide sulfurique, c'est 40 personnes qui pourraient perdre la vie, 2600 qui pourraient être blessées. Puis là, ça, c'est un scénario conservateur. Le worst case scénario, il n'a pas été évalué dans ce rapport-là. Puis, c'est selon l'auteur, s'il y avait une rupture totale des conduites, bien, ce serait pas certain que les employés du centre hospitalier, qui est situé à 1 kilomètre de là, seraient en mesure de dispenser des soins. Ressources Falco. Puis quand j'entendais M. Lessard dire que tout était une question de gestion de risque, eh bien, ce risque-là, il est inacceptable. Puis, bien sûr, Ressources Falco nous l'a répété souvent dans la dernière année, le risque zéro n'existe pas. Jennifer, vous souhaitez quoi du gouvernement? En fait, la position soutenue par Mario Front dans son mémoire était claire et elle demeure la même. Là. On pense que et le territoire et ses habitants ont déjà dépassé le seuil au-delà duquel nos droits fondamentaux sont bafoués là, à cause du lourd passé industriel actuel puis passé de la ville. Ben, c'est difficile et pour les écosystèmes et pour les gens de gérer davantage de risques. Là. Le dossier en lien avec la contamination de l'air, des sols, de l'eau, en lien avec les émissions de la fonderie 1 est loin d'être réglé. Puis on pense que les bénéfices du projet dépasseront jamais les risques qu'ils vont faire encourir à la population, ni les répercussions socio-économiques négatives là, pour la communauté. Puis on est aussi d'avis que, comme la direction régionale de santé publique, que les territoires urbanisés devraient être incompatibles avec l'activité minière. Ça veut dire que dans nos
à proximité de nos quartiers, de nos milieux de vie, ben, on pense que c'est pas souhaitable. Ça devrait même être interdit que des projets miniers soient autorisés. Maintenant, par rapport à la publication du rapport du BAP, ce qu'on souhaite du gouvernement, c'est qu'il, ben, du ministre de l'Environnement, c'est qu'il tienne compte des avis puis des constats du rapport de la commission d'enquête du BAP. Puis quand viendra le temps de faire ses recommandations au Conseil des ministres, ben, qu'il les invite à ne pas autoriser ce projet-là, à le rejeter. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'il garantisse nos droits plutôt que de favoriser l'industrie. Puis on trouve que ça ne fait pas de sens en 2025. En fait, ça n'en a jamais fait d'ailleurs que le développement économique se fasse en créant des zones de sacrifice dans lesquelles nos droits à la santé, notre droit à la sécurité, notre droit à vivre dans un environnement sain est sacrifié. C'est une grande injustice territoriale. Puis je pense que c'est le devoir et la responsabilité du gouvernement de garantir que nos droits soient respectés. L'Association minière du Québec annonce la nomination de Mme Emmanuelle Toussaint à titre de nouvelle directrice générale de l'Association minière du Québec. Emmanuelle Toussaint prend la relève de Mme Josée Méthode à l'AMQ. Mme Toussaint possède plus de 25 ans d'expérience en gestion dans les secteurs privés et publics. Passionnée par le développement durable, elle cumule une douzaine d'années dans le milieu de l'électrification des transports dans une filiale d'Hydro-Québec. Il y a 4 ans, elle a été nommée dans le top 100 des femmes les plus influentes du Canada, le réseau des femmes exécutives, et a été reconnue comme l'une des top women leaders en Amérique du Nord. Selon Jean-Baptiste Dromer, président du conseil de l'administration de l'AMQ, Mme Toussaint poursuivra la mission de sa prédécesseur, Mme Josée Méthode, en s'assurant de promouvoir une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante. Emmanuelle Toussaint croit que l'industrie minière québécoise aspire à devenir un chef de file en développement minier durable. Le manque de bornes de recharge publiques fiables, rapides et faciles d'accès demeure la principale préoccupation des propriétaires canadiens de véhicules électriques, ce qui ne les empêche pas d'affirmer en très grande majorité que leur prochaine voiture sera aussi un VE. C'est ce que révèle un sondage qui a été mené auprès de 16 000 propriétaires de véhicules électriques et dont les résultats sont publiés par CAA, l'Association canadienne des automobilistes. Le sondage montre que les gens sont contents d'avoir acheté un véhicule électrique, les coûts d'utilisation et les besoins d'entretien étant moins grands par rapport aux véhicules à essence. En tout, 7 conducteurs de VE sur 10 se disent insatisfaits du nombre de bornes de recharge rapide offertes par l'infrastructure publique, une lacune particulièrement problématique en cas de long trajet par temps froid. Le sondage de CAA également révèle que la recharge se fait en majeure partie à la maison. Au Témiscamingue, près de 230 automobilistes circulent en véhicules électriques. Il y en a 3000 dans la grande région. En Abitibi-Témiscamingue, depuis 2012, 1296 bornes ont été installées, dont la grande majorité à domicile. On parle de 1104 et 186 en milieu de travail. À l'occasion de la table nationale sur la forêt privée qui a eu lieu le 16 janvier, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, a annoncé la mise en place de 3 chantiers. Ils doivent permettre l'élaboration d'un plan d'action impliquant l'ensemble des acteurs de la forêt privée. De plus, la filière forestière fait actuellement face à beaucoup d'incertitudes causées par l'entrée en vigueur le 30 décembre prochain du règlement relatif aux chaînes d'approvisionnement sans déforestation et dégradation des forêts de la Commission européenne. Ce règlement, qui oblige les entreprises à fournir la provenance du bois dans leurs produits, a encouragé le ministère des Ressources naturelles et de la Faune à mettre sur pied un outil pour accompagner les entreprises dans leurs efforts de traçabilité. Ces chantiers doivent augmenter la contribution de la forêt privée à l'approvisionnement de la filière forestière au Québec, tout en améliorant l'environnement d'affaires des propriétaires forestiers. Plusieurs négociations s'intensifieront au cours de l'année 2025. C'est l'avis émis aux médias il y a quelques jours
par la CSN, la Confédération des syndicats nationaux. Le syndicat qui représente 80 des CPE syndiqués au Québec, dont ceux de Calimero chez nous, poursuit ses pourparlers avec le gouvernement dans l'objectif de freiner la pénurie de main-d'œuvre et de mieux valoriser ses emplois. Même chose pour les 3500 paramédics de la CSN qui ont entamé leurs négociations il y a bien des mois. Les travailleuses en CPE et les paramédics sont sans contrat de travail, on vous le rappelle, depuis le mois de mars 2023. L'industrie de la construction et les résidences pour personnes âgées, les RPA, seront aussi en négociation cette année, alors que leurs contrats de travail arriveront à échéance ce printemps. La centrale compte mettre l'accent en 2025 sur sa campagne minimum 20 $ qui incite ses syndicats à revendiquer un salaire plancher d'au moins 20 $ l'heure lorsqu'ils négocient le renouvellement de leur convention collective. Finalement, la tenue d'élections fédérales sera l'occasion pour la centrale de mettre de l'avant ses enjeux prioritaires, l'environnement, l'avenir des médias et l'immigration, l'assurance-emploi, sans oublier les questions économiques, dont celles entourant les tarifs douaniers évoqués dernièrement. Au sport, nos jeunes se préparent au Témiscamingue alors qu'arrive à grands pas les 1er et 2 février la 40e finale régionale centralisée des Jeux du Québec. Les organisateurs ont besoin de nombreux bénévoles pour faire de l'événement une grande réussite, voyez-y, notamment lors de la remise des médailles. Des compétitions de ski alpin ont lieu à Rouyn-Noranda samedi 25 janvier, les cérémonies d'ouverture le 31 janvier à Lorrainville, le 1er février, les compétitions de badminton à Lorrainville et Notre-Dame-du-Nord, l'haltérophilie aussi à Notre-Dame-du-Nord, le karaté à Ville-Marie, le curling à Témiscamingue, le patinage artistique à Ville-Marie les 1er et 2 février, aussi le 2 février, le hockey et le judo à Saint-Bruno-de-Guigue, le basketball à Notre-Dame-du-Nord et le futsal et le tennis de table à Lorrainville, sans oublier le mini-volley à Ville-Marie. À tous, bon jeu, bonne chance! Au hockey tiers 2 junior A, après 2 revers pour entamer 2025, les Pirates de Ville-Marie ont repris le sentier de la victoire en battant Santerre et Milford coup sur coup. Les joueurs des Knights ont été dominés 5-8-4. Au chapitre individuel, notons le premier but d'Émile Guimont avec les Pirates, le deuxième tour du chapeau en une semaine pour Cooper Brazo et le 4e but en 2 matchs pour Mathis Bernard. La troupe du coach Caron est assurée d'être en série et reçoit les meneurs au classement avec 27 gains en 29 sorties, invaincus au cours des 7 derniers matchs. On parle des Rattlers de Bradford. C'est chez nous le 24 janvier. Ils rendront la politesse le 26, nos Pirates. Bon succès à la vingtaine d'équipes inscrites à la 47e édition du tournoi de hockey intermédiaire au Colisée de Guigues. Plein d'actions en catégorie C et D, tant à Notre-Dame-du-Nord, Guigues que Ville-Marie. Demi-finale et finale samedi et dimanche 25-26 janvier. Plusieurs suivront la soirée compétition DJ, oui, le party de l'événement, d'autant plus qu'un service de raccompagnement permettra à tous de s'amuser et de rentrer prudemment. C'est dans moins d'1 mois, le 60e tournoi national M18 d'Amos. Ça se passe du 12 au 16 février, avec plus d'une 50aine de rencontres. Lassar, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, Matagami, les Laurentides, Timmins, Kapuskasing, les Maillets-Or, Notaires du Témiscamingue et les Lynx, l'équipe féminine de notre région, se disputeront les grands honneurs. Ben voilà, c'est complet. Au plaisir de vous informer de nouveau sur TVC9 dans les jours à venir. On se rejoint aux infos Témis de votre télé communautaire à TV Témis sur le web et YouTube. Nous sommes aussi de plus en plus nombreux à communiquer à travers Facebook. Mon nom est Yvon Moreau. Au nom de toute notre équipe de supporters, merci d'être là. Revenez-nous quand vous voulez. Nous y serons bien sûr pour vous.